Cette dernière table ronde donc, est consacrée à Puy-Forcat, au métier de l'argenterie, qui, à nouveau, mobilise beaucoup de savoir-faire. On a la chance d'avoir deux profils aujourd'hui. On a Clarissa Baumann qui a réalisé une œuvre assez extraordinaire dont elle nous parlera tout à l'heure donc chez Puy-Forcat. On a Julie et Simon, Julia et Simon, qui sont un duo qui vient de sortir de sa période d'immersion et qui n'ont pas réalisé de pièces encore. Et il nous semblait intéressant de faire intervenir des artistes qui n'ont pas encore réalisé une œuvre et puis qu'ils nous donnent, eux, leurs sentiments sur ce qu'ils ressentent, comment ils imaginent la production. Et donc là, on est un peu dans la prospection, puisque ils ont simplement compris une partie de ce à quoi ils pouvaient s'attendre, et puis leur pièce va être en cours de production. Vous rentrez quand en production ? On commence à partir de ce lundi. À partir de lundi après-demain ? Oui, exactement. Okay. Et puis on a Jérôme Thiraud, qui est orfèvre, qui donc travaille chez Puy-Forcat, qui est dans ce métier depuis l'âge de 16 ans. Je me trompe, Jérôme ? Exactement. Qui est encore en période de formation ? Oui, alors ça fait donc bientôt 30 ans que je suis orfèvre, 15 ans c'est Puy-Forcat, et depuis 3-4 bonnes années, je suis en train d'apprendre une formation de planage pour reprendre le flambeau de notre planeur expert lorsqu'il sera nécessaire qu'il parte à la retraite. Donc je suis sur 2 métiers différents, voilà, ça prend combien de temps ? Ça va prendre du temps. On estime qu'il faut à peu près 10 ans pour faire un bon artisan dans notre métier, sachant que moi, j'exerce d'abord mon premier métier d'orfèvre à 3/4, voire un peu plus du temps. Donc, il va me falloir quelques années pour réussir à remplir mon nouveau métier, mais j'ai bon espoir. Alors moi je propose qu'on entre là, parce que moi tout de suite, là ça y est, je suis titi et j'adore ça, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps à chaque fois qu'on visite des manufactures, plein de questions, et comme vous l'avez remarqué, rien n'est préparé. Donc alors Jérôme, pour que je comprenne bien, vous avez déjà un métier, oui, dans l'orfèvrerie, pas dans la mécanique astronautique, chez Puy-Forcat. Chez Puy-Forcat. Et qu'est-ce que vous faites alors au quotidien, votre métier, ce que vous savez faire ? Alors au quotidien, l'orfèvre, c'est la personne qui transforme, en général on part à partir d'une planche de métal ou un fil de métal ou un méplat de métal pour donner la naissance à une pièce. Alors ça peut être la forme la plus simple, le couvert, mais on est capable de réaliser toutes sortes de pièces, aussi bien sur l'art de la table, donc tout ce qui est théière, des plats, des services, ou aussi bien sur des objets de décoration, des objets, des caves à cigares par exemple. On peut faire on a fait récemment des jeux de backgammon, un jeu d'échecs. Voilà, donc notre univers n'est pas limité. On peut aussi faire des objets de décoration, des œuvres d'art. Donc voilà, notre panel de possibilités est immense. Voilà. On a la chance d'avoir un atelier donc parisien à Pantin qui regroupe une quinzaine d'artisans. La chance de cette maison, c'est une des dernières à avoir réussi à garder quasiment tous les corps de métier qui sont nécessaires à la fabrication d'une pièce d'orfèvrerie. Dans notre atelier, sur 15 personnes, nous avons 7 corps de métier différents. Donc, sachant que souvent, nous sommes obligés de travailler les uns derrière les autres sur une pièce. Donc, voilà l'importance de l'humain au sein de notre entreprise. Alors, là, il y a énormément de choses qui sont dites à la fois, mais c'est ça qui est passionnant. Souvent, quand moi je fais visiter les pièces de l'exposition et qu'on parle d'argenterie, les gens imaginent qu'il y a 150 personnes chez Puy-Forcat, que c'est une immense maison, etc. Simon et Julie, vous pouvez en témoigner, donc c'est 15 personnes. Exactement. Ça veut dire que quand il y en a un qui a un petit souci, je ne sais pas, qui est malade pour une raison X ou Y, ça pose un problème. Là, on n'est pas... Vous pouvez faire le métier d'un autre, vous pouvez parfois... De plus en plus, on essaye d'avoir justement, un peu comme moi, deux métiers pour différentes raisons, en termes d'occupation d'espace, de temps, et puis de temps de formation, et de trouver les bons artisans pour le faire. Mais c'est relativement compliqué et long. Mais on essaye de faire au plus pour avoir au moins 2 personnes qui font le même travail. Mais nous avons actuellement 4 professions où nous n'avons qu'un seul artisan qui fait ce travail.
C'est pour ça que, par exemple, sur le planage, on a décidé que j'apprenne le planage. Ça nous laisse le temps de faire la transmission. Sur la gravure, ça s'est passé. On a eu une personne qui est partie en retraite. On a eu l'occasion de récupérer une jeune et il l'a accompagnée sur une courte période. Et voilà, elle arrive à être autonome. Les orfèvres, c'est un peu plus long, mais on arrive à recruter et à former, à avoir le temps de former. Nous sommes actuellement 4-5 orfèvres, donc ça nous permet de voir le temps venir et d'accompagner. Mais on a quelques métiers, donc le planage, le tour, la ciselure et la gravure, où ils sont seuls à faire ce métier. C'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un planeur qui se dirige vers la retraite, enfin qui arrive en fin de carrière chez Puforca. Oui. Il y a vous qui apprenez donc ce métier pour prendre la relève du planage. Si vous, demain, vous gagnez au loto, que vous voulez partir à Miami faire de la planche à voile, il n'y a plus de planage, en fait. Oh, je vais essayer de rester quand même, ne vous inquiétez pas. C'est aussi une passion quand même. Hein. C'est des métiers qu'on fait par passion et par goût. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, oui. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux personnes en formation en même temps. Vous êtes le seul à prendre en charge ce savoir-faire qui, aujourd'hui, n'est détenu que par une personne chez Puforca. Voilà, qui est détenu que sur une personne chez Puforca. Et on peut même aller un peu plus loin. Il n'y a pratiquement qu'une seule personne qui est capable de faire les pièces que... Notamment, c'est Eric, le planeur chez nous, qui fait ce travail. Il y avait une autre maison, une grande maison, qui avait aussi un planeur qui est parti à la retraite dernièrement au mois de juin-juillet. Ils ont essayé de former aussi quelqu'un. Ils ont en interne quelqu'un qui apprend le métier, mais ça reste limité. Voilà, après, il n'y a plus personne. Alors ça, c'était un point que, voilà, ça fait partie des choses évidemment qu'on ne peut pas ne pas aborder dans ce type de métier, c'est que si, je disais ça évidemment, je fais une boutade, mais ça veut dire qu'en fait, une personne vivante détient les gestes, les derniers savoirs, personnellement, physiquement, les transmet à une autre personne, mais s'il y a une rupture dans cette chaîne, et évidemment c'est arrivé plein de fois par le passé, pour des raisons industrielles ou quoi, ben on perd ce savoir-faire. Et moi je prends un exemple, mais peut-être, Jérôme, vous allez me corriger ce que je vais dire, mais c'est un peu comme quand on regarde les pyramides et qu'on ne sait toujours pas très très bien, qu'on a fait des hypothèses sur la construction des pyramides. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que s'il y a une rupture dans la transmission des savoir-faire, on pourra regarder un objet en ne sachant pas comment le reproduire parce qu'on aurait perdu ce savoir-faire? Est-ce que c'est possible? Oui, alors il y a d'autres techniques qui nous permettent de faire des pièces dans le même esprit. L'avantage du planage, c'est qu'on est capable de faire toutes les pièces que l'on veut en faisant un exemplaire sans créer d'outillage, sans investissement lourd. Donc ça, c'est vraiment la qualité, la force du planage. Maintenant, le savoir-faire, on peut l'expliquer, on peut visuellement le voir, mais c'est la pratique qui donne surtout la qualité du travail. Donc en théorie, on ne va pas perdre le savoir-faire, mais la pratique est beaucoup plus compliquée. Bien sûr. Voilà. Alors évidemment, la question qui vous brûle les lèvres, et je le sais, je l'entends, c'est quoi le planage? Parce qu'on parle d'un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Le planage, voilà. Comme je vous expliquais tout à l'heure, chez Puforca, on part généralement d'une plaque de métal. Donc vous pouvez avoir une feuille de métal qui va faire différentes épaisseurs, de 1 mm à 2 mm à 3 mm, ça dépend. En général, on travaille beaucoup sur du 10 dixièmes, donc 1 mm d'épaisseur. Et à l'aide d'un marteau, on va venir déformer cette plaque de métal pour en faire un plat, pour en faire un pot, pour en faire tout objet que vous désirez, que au marteau. Donc vous avez pour le cuivre la dilandrie, et pour l'orfèvrerie, c'est le planage. Le planage pur, c'est pour faire un plat, on travaille qu'à froid. Et vous allez voir, notamment dans l'œuvre qu'on a réalisée avec Clarissa, on utilise des techniques où on recule le métal pour lui donner la souplesse, l'élasticité. Le planage, c'est avec des marteaux en acier et des contreformes en acier pour venir donner une forme. Et on peut réaliser à la demande du client la forme, la pièce de ce qu'on veut. Alors, déformer le métal, je pourrais dire que tout le monde est capable de le faire. On peut tous taper sur une plaque et lui donner une forme creuse, mais lui donner une forme creuse régulière qui corresponde à un volume et à une finition qu'on veut créer, là, c'est là qui demande du savoir-faire et du temps d'expérience et de la pratique. Alors, merci pour cette transition, Jérôme, parce que c'est parfait. Clarissa, est-ce que tu nous entends? Oui, mais nous, super. Alors, il faut que tu approches bien ton micro, puisque dans ce que vient de décrire Jérôme, on est assez proche de ta pièce. Alors, comme malheureusement, je ne peux pas t'avoir à l'écran et en même temps voir la pièce, je
je te lance juste en disant notamment ce que tu as réalisé chez Puy4K, en tout cas ce qu'aujourd'hui on montre dans l'exposition. C'est, vous le verrez, donc c'est à gauche de l'exposition. Quand on va dans ce sens de l'exposition, qu'on rentre par l'entrée, on va tout à gauche le long de la baie vitrée. On présente cette pièce de Clarissa qui est en fait une cuillère Puy4K, cuillère tout à fait entre guillemets classique, hein, Oui, un modèle de collection. Modèle de collection. Virgule A, Voilà. le nom de la collection. Sur lequel, en fait, Clarissa a chauffé, déformé, martelé et étiré jusqu'à obtenir un fil, plusieurs fils, hein, puisque plusieurs pièces ont été réalisées, entre Clarissa, 12 et 17 mètres, je crois, on a différentes tailles. Oui, tout à fait. Peut-être que la première chose à dire pour introduire mon travail, pour situer cette œuvre, c'est de dire que j'ai une pratique qui s'approche plus des arts performatifs, donc des actions, des interventions parfois minimales, de jeux, sur un terrain, dans une galerie, dans un lieu d'art, et qui ont très peu de matérialité, très souvent. Et donc, moi, ce qui m'intéressait chez Puy4K, au départ, c'était pas forcément la production d'un objet, mais de savoir justement qu'il y avait des pratiques, des techniques qui étaient peut-être que les dernières encore exercées dans ces métiers ou qui se perdaient à cause de l'industrialisation. Donc, d'autres façons de construire des objets. Donc, moi, je m'approche de Puy4K avec un grand intérêt par cette partie paradoxalement immatérielle du travail, et invisible. Donc, les actions, les gestes. Et voilà, j'ai eu une période d'immersion Puy4K avec Jérôme qui accompagnait ma formation, si je peux dire, à l'orfèvrerie, une introduction à toutes les techniques. Donc, moi, j'ai fait vraiment une petite expédition à chaque technique de l'atelier pour voir un peu le panorama de possibilités, parce que moi, je me suis lancée vraiment en tant qu'amatrice par rapport à la pratique de l'orfèvrerie. Je ne connaissais pas du tout et je trouvais que ça, c'était aussi passionnant et un peu vertigineux à la fois. J'avais aussi travaillé pas mal de temps dans les archives de Puy4K, à revoir les dessins, les objets de collection qui ont été pensés. Et au bout de cette période d'immersion, je ne sais pas expliquer très précisément pourquoi la cuillère, il est d'étirer la cuillère, mais j'avais très envie de faire le processus à l'envers. Au lieu de fabriquer un objet, de prendre le processus de fabrication et de reprendre à l'envers et de trouver les moyens ou les techniques pour pouvoir passer par plusieurs procédés et les faire graduellement, que ce soit perceptible, que ce soit un trajet aussi. Donc voilà, je pense que c'est arrivé un peu comme ça. J'étais très intéressée par la cuillère parce que c'est peut-être que l'objet le plus quotidien, le plus élémentaire peut-être qu'on puisse trouver parmi les objets quotidiens. Il est aussi très représentatif du travail de l'atelier à Puy4K, et que je voyais aussi un peu comme un corps, presque comme un corps, et la prolongation d'un geste aussi. La cuillère est presque le moule, si je peux dire, d'un geste des mains en forme comment je peux dire, les mains qui s'approchent en forme d'une coquille ou d'un creux, et pour prendre l'aliment, pour le mener à la bouche. Donc, il y avait quelque chose qui s'approchait beaucoup d'un geste aussi dans cet objet, dans la cuillère. Et je pense peut-être que mon intérêt est parti de là. Sauf que cet objet, tu vas lui taper dessus très fort et tu vas lui tirer dessus très fort en le chauffant, quand même. Oui. Oui, après, il y a eu toutes les étapes de transformation de l'objet.
je suis arrivée avec cette question, avec cette envie. Je disais à Jérôme, j'ai très envie de prendre une cuillère et de l'étirer comme on pourrait tirer par les extrémités, comme si elle était un objet souple qui pourrait s'allonger à l'infini jusqu'à devenir un fil. Et j'avais dessiné les étapes de ce travail comme vraiment un corps qui s'allonge et qui s'allonge tellement qu'il devient un fil très fin. Jérôme, quand Clarissa propose ça, c'est OK? Non, justement, c'était une expérience qui était très enrichissante parce que nous, on est habitués donc à partir d'une plaque de métal et de faire un objet. Là, on nous demande de le déconstruire. Mais Clarissa voulait faire une performance. Elle voulait le déconstruire, mais sans triche. C'est-à-dire, à aucun moment, si jamais on venait à casser le fil, elle voulait surtout pas qu'on le ressoude ou qu'on le refasse. C'est-à-dire qu'une cuillère devait être un fil. Et alors là, c'était la première fois, on était un peu estomaqués de la demande. On a dû réfléchir, sortir de nos zones de confort. Ce n'était pas si évident que ça. Mais voilà, on a réussi à un bel exploit. C'est pas si simple. Alors, une grande partie de cet exploit se passe pas tout à fait au rez-de-chaussée, si je me souviens bien, mais plutôt au sous-sol de Puyforca. Tu peux nous dire un mot là-dessus, Clarissa? Alors, on comprend à peu près, je l'espère, mais après, on a des questions-réponses si des choses ne sont pas très claires, mais le métal, il est mou en réalité. On sait qu'on peut le chauffer, on peut l'étirer. Il garde comme ça une plasticité, hein, c'est pas de l'acier, il casse pas, il va s'étirer. Donc ça, on comprend qu'on puisse avoir, je sais pas, un boudin ou un truc qui va ressembler à ça, une télécommande, quelque chose. Mais comment est-ce qu'on fait pour, une fois qu'on a un truc un peu déformé et allongé, une espèce de saucisse plate, comment est-ce qu'on en fait un fil en fait? C'est comment tu as fait ça? Oui, en fait, ce qui est intéressant et qui j'ai appris aussi avec les artisans de Puyforca, les métals, une fois qu'il est devenu un objet, une fois qu'il a déjà été tapé dessus, transformé, il va avoir des réactions très différentes. Par exemple, la cuillère, elle va réagir très différemment en fonction de la partie sur laquelle on va taper. Par exemple, il y a eu de tonnes de poids qui sont venus donner la forme creuse de la cuillère. Et par exemple, on sait que cette partie, elle est beaucoup plus fragile. Donc, on a mis pas mal de temps à essayer de trouver des techniques, de réinventer un peu les techniques qui existaient déjà dans l'atelier pour qu'on puisse défaire l'objet sans le casser, sans perdre la matière, sans avoir des ruptures. Donc, on est passé, je pense, quelques mois là-dessus avec des allers-retours, des essais, des choses qui fonctionnaient, d'autres pas du tout. Et finalement, il y avait l'idée de passer par les planages pour commencer donc de chauffer les métals, de chauffer la cuillère en argent, de l'amener à l'atelier de planage, de la taper dessus, de commencer à l'aplatir. Mais même ces étapes d'aller-retour entre les chalumeaux et l'atelier de planage, elles étaient très graduelles parce que les métals, tout ne pouvait pas être fait d'une seule fois. Les métals, il est déjà très sensible à certains endroits, donc c'est comme un corps qui garde la mémoire de la forme et qu'il faut très graduellement la réinvestir, la changer. Donc, on avait les planages pour arriver à vraiment aplatir et étirer au fur et à mesure la cuillère. Ensuite, on passait par encore un laminoir, c'est un autre appareil qui est la Puyforca qui servait à harmoniser un peu l'épaisseur. L'épaisseur du métal. L'épaisseur du métal. Et ensuite, il y avait une machine au sous-sol de Puyforca, justement, qui était très intéressant parce que c'est une machine qui n'est plus tellement utilisée, qui sert à tirer sur les fils, donc qui sert à prendre des barres de métal, déjà des fils de métal et de les rendre encore plus fins. Et c'est une grande machine, comment je pourrais l'expliquer, avec une pince qui vient prendre
l'argent par l'extrémité, le fil, qui va passer par une barre en fer qui est percée, étrange percée, avec plusieurs diamètres, au diamètre le plus fond, et qui va le tirer. Et donc, cette machine, elle allait jusqu'à environ, elle pourrait faire des fils jusqu'à environ 3-4 mètres. Du moment où la cuillère, elle était assez uniforme, on descendait au sous-sol et on commençait à la passer sur cette machine, en faisant toujours des allers-retours pour réchauffer les métals et redescendre et faire les étapes très graduellement. Et au départ, on pensait qu'on allait de toute façon réussir à étirer la matière jusqu'à 3-4 mètres maximal parce que c'est déjà un métal qui avait été travaillé. Et que si on arrivait à faire ça, ce serait déjà très très bien. Finalement, on est arrivé à 3-4 mètres et on voyait qu'on pouvait encore continuer. Et donc là, on a trouvé une stratégie pour prolonger ce parcours. Donc, on a tiré avec une pince aussi à la main. Donc, il faut tirer vraiment très, très fort. Et on a continué à tirer les fils jusqu'à les plus longs qu'on a réussi à faire, c'était 16 mètres. Et il faut le faire de façon à ne pas faire d'angle dans l'atelier. Donc, il fallait tirer en ligne droite, vraiment avec beaucoup d'attention. C'était les moments où on risquait le plus de perdre la matière, qu'elle se casse. Et finalement, on a dû vraiment ouvrir les portes de couloir pour continuer à tirer parce qu'on voyait qu'on arrivait à tirer sur la matière, qu'elle avait encore de la résistance jusqu'à 15 mètres. On n'a pas réussi à aller au-delà, mais c'est déjà 16 mètres finalement. On n'a pas réussi à aller au-delà, mais on est arrivé à la limite aussi de l'espace. Alors c'est ça, parce que Jérôme, tu me le confirmes, Puyforca, c'est pas non plus, c'est pas très grand. Quand on vient chez Puyforca, on se rend compte, on se dit c'est dingue, vous êtes 15, mais l'espace est à l'échelle de... Oui, c'est ça. Donc, Clarissa expliquait très bien la problématique qu'on avait. Donc, nous sommes dans un atelier donc, au cœur de Pantin. Vous pouvez imaginer que les mètres carrés sont comptés et que justement cette machine qui se trouve dans un sous-sol qui fait 3 mètres, on est habitué à travailler sur des longueurs de 3 mètres maximum. On n'est pas habitué à faire plus. Donc, à être dans un sous-sol où il y a des cloisons avec des normes anti-feu, donc qui nous permettent de pas d'avoir des grandes surfaces. Et plus on étirait le métal, et plus on se retrouvait avec une grandeur de fil impressionnante. On était obligé d'ouvrir les portes de tous les couloirs et on pouvait pas justement le temps de faire des virages. Il fallait que ça soit le plus droit possible. Donc on a fait le maximum qu'on pouvait avec l'espace qu'on avait. Donc voilà. Et comme l'expliquait Clarissa, le banc a été tiré. Pour vous donner une image qui parlera peut-être à plus de gens, imaginez quand on fait de la pâte, des spaghettis. On peut faire nos spaghettis directement dans une plaque et avec des trous obtenir une pâte et obtenir un spaghetti. Et ben là, c'est la même chose. On a des filières qui nous permettent d'avoir des fils de différents diamètres. Donc, on part d'un plus gros diamètre et au fur et à mesure qu'on passe dans des trous plus fins, on obtient un fil plus fin jusqu'à obtenir, en partant d'une cuillère, un fil de 1 mm et de 16 mètres. Voilà. Donc là, aujourd'hui, dans l'exposition, on l'a présenté plusieurs fois, cette pièce de Clarissa. On l'a présentée tendue dans l'espace. Ça, c'était au Palais de Tokyo il y a quelques années, notamment. Aujourd'hui, pour des raisons à la fois de contraintes et puis parce que c'est intéressant aussi de le voir sous d'autres aspects, vous le verrez là dans l'exposition, le fil est enroulé autour d'une bobine. Donc le fil d'argent que vous voyez enroulé, c'est un fil qui fait plus de 10 mètres et qui donc est fait pour être déroulé. Et là, il est présenté sur sa bobine de conservation, puisque c'est un fil qui est très fragile. Alors, ce qui est très beau dans le geste de Clarissa, c'est que elle le dit elle-même, elle a déconstruit un certain nombre de gestes. Finalement, il n'y a que de la transformation de matière. Il y a une matière qui est devenue un objet tout à fait presque drôle, parce que j'imagine que dans la demande de Clarissa, ça a quand même, dans l'atelier, j'imagine que tout le monde s'est dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, on n'arrivera pas à le faire. Oui, on était un peu sceptiques, mais en même temps, l'avantage d'un atelier comme Puyforca, on est toujours présent au défi. Et ça nous a boosté, ça nous a sorti de notre zone de confort. C'était vraiment une superbe expérience et on en parle encore avec les collègues régulièrement. On va accueillir des nouveaux artistes.
Donc il faut s'approprier leurs projets, pouvoir les aider, mais on est toujours présent pour répondre à des challenges. Mais voilà, la première fois quand vous nous présentez le projet, on va déconstruire une cuillère pour en faire un fil. Bon, on est un peu sceptique et puis après on se plie au jeu et voilà, on arrive à faire des choses magnifiques. Alors il se trouve que par ailleurs Clarissa est tout à fait déterminée comme artiste. Oui. Son caractère bien trempé fait que de toute façon, je pense qu'il n'était pas question d'y arriver. Donc entre la volonté de l'artiste, les choses rendues possibles par les artisans, voilà, c'est les seules limites. Et c'est là-dessus que je voulais conclure par rapport à cette pièce tout à fait étonnante. Bah, c'est l'espace de l'atelier, parce qu'en réalité, je pense que vous auriez pu peut-être encore gagner quelques mètres, 1 mètre ou 2 peut-être encore. Peut-être quelques mètres, on ne sait pas. On avait toujours peur d'aller trop loin et de casser le fil. Ouais. Et donc ça, c'était notre peur. Donc on était satisfait du résultat. Il y a eu un moment qu'on a réussi à faire admettre à Clarissa qu'il fallait arrêter. Elle l'a entendu. Clarissa, je conclus juste sur ta présentation et après peut-être qu'avec la suite on y reviendra, mais pour dire que par ailleurs, tu le disais, hein, ton travail est aussi un travail performatif, tu t'intéresses effectivement à la performance, au geste, et donc juste vous signaler que sur ce fil, Clarissa a invité notamment une musicienne à venir interpréter avec un archet des notes de musique, et notamment une note que la performeuse arrive à recomposer et qui ressemble au son que fait le banc à étirer quand on tire comme ça sur l'argent. C'est un son particulier, un peu strident, et en fait on retrouve avec ce jeu d'un archet dessus, on retrouve un peu ce son de la fabrication de la pièce. Donc à nouveau, tout ce geste artistique est très circulaire, comme ça on part d'une matière transformée pour retrouver son son, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le travail de Clarissa. Je le résume un peu rapidement, Clarissa, tu me pardonneras, mais on doit avancer un peu dans notre table ronde. Et donc on a choisi un peu de terminer cet après-midi avec 2 artistes, Simon et Julie, qui sont aujourd'hui invités chez Puy-Forcat et qui peut-être, ça serait bien d'avoir votre réaction à chaud, parce que là, vous venez de sortir de la période d'immersion, c'était en décembre. Alors, vous mettez le micro bien près de votre bouche. Hein. Octobre, je crois. Octobre, donc c'était pas décembre, c'était octobre. Et donc, quelle est votre perception à vous? C'est intéressant d'avoir votre point de vue, qui venait de découvrir Puy-Forcat. Vous ne connaissiez pas avant. Oui, ça c'est sûr. Et puis aussi d'avoir un résumé de quelqu'un qui a fait sa résidence au sein de Puy-Forcat. C'est hyper intéressant. Parce que c'est une approche qui est complètement différente par rapport au travail. Vous, votre travail, il est plutôt sculptural. Vous Oui. faites des sculptures qui sont... Vous travaillez en binôme, enfin vous On travaillez travaille en duo binôme, en tout cas, duo. en discutant en permanence des pièces. Enfin, je vous ai vu un peu à l'œuvre, en étant constamment dans un dialogue et de tester des choses, de les laisser reposer. Vous faites des sculptures. Alors malheureusement, la visio nous empêche de présenter d'autres choses, mais comment les décrire? Extrêmement baroques, qui s'appuient sur des éléments décoratifs que vous récupérez, qui peuvent aller du jouet d'enfant en passant par l'élément de mobilier urbain. Et en fait, vous les moulez avec des procédés extrêmement complexes pour reconstituer des grandes sculptures, des sculptures qui sont plutôt généralement à échelle humaine, ou en tout cas à l'échelle du corps, et qui sont des hybridations de ces formes que vous moulez, que vous joignez d'une certaine manière, que vous assemblez dans une grande fluidité. Donc c'est pas des collages où on a une impression de continuer, l'impression d'une forme qui est autonome et qui en fait peut être composée, je dis n'importe quoi, d'une chaise, d'une poubelle que vous avez récupérée dans Paris, d'éléments disparates. Et en fait, par le jeu des moulages, vous allez reconstituer un objet qui peut évoquer des formes végétales, des formes animales. C'est extrêmement singulier. On a plutôt l'impression de voir des sculptures qui viennent d'un autre monde. Il y a quelque chose de l'ovni un peu dans ce que vous faites. Très frais, je trouve, par rapport à beaucoup de choses qu'on peut voir en ce moment. Et donc, en l'occurrence, c'est moi qui vous ai proposé d'aller chez Puy-Forcat et de faire cette résidence. Donc, pour le moment, on y croit et on espère que le résultat va être... Il n'y a pas de raison. Et non, bien sûr. Et donc, vous, là où Clarissa a choisi de travailler uniquement sur le matériau argent, et du coup de nous raconter d'une certaine manière l'histoire d'un geste, vous allez être dans une approche qui va être beaucoup plus hybridée, puisque l'argent, ça va être une composante
de votre sculpture et d'une sculpture qui va faire l'emprunt de certaines parties qui vont être en argent. En résine. On va concevoir, du coup, on doit toujours faire des pièces en double, du coup, avec la fondation, et on va concevoir 2 sculptures jumelles qui potentiellement seront un peu différentes parce qu'à chaque fois dans le process de moulage, il y a toujours des erreurs ou des problèmes qu'on vient réinterpréter. Mais ce seront 2 jumelles comme ça, et oui, à échelle humaine en résine. Et les éléments d'argenterie viendraient s'incruster comme des pierres précieuses, être sertis au sein de la pièce. Donc ça veut dire qu'il y a des emplacements que vous allez devoir réserver pour l'argenterie, qui vont venir en parure, ou bien qui vont venir comme des petites sculptures à l'intérieur de votre pièce en résine. Comment est-ce que ça va être un peu les deux à la fois? Ça va être les deux à la fois. Ça, il n'y a jamais de plan par rapport à... Ils ne seront pas incrustés, on pourra aussi concevoir autour des formes qui nous seront données. Ça va être une exploration. On n'a pas l'habitude de mélanger beaucoup les matériaux. Souvent, c'est très monochrome et très fermé comme pièce. Après, on a travaillé avec le verre qui est, du coup, pourrait un peu s'apparenter à ce qu'on va faire là pour la résidence Chapuis Forcat, au niveau d'entremêler ces 2 matériaux. Oui, c'était en 2017 et je pense que c'était vraiment une des seules fois où on a fait un mélange de matériaux aussi différents. Et c'était métal et verre. Et aussi, en ce moment, nous commençons à travailler pas mal avec des objets qui sont déjà tels quels. On ne vient plus utiliser le procédé du moulage. On les réemploie, mais de façon vraiment recyclée. Du coup, avec l'argent, ça nous intéresse beaucoup qu'on vienne dans cette entreprise qui fabrique vraiment des choses très luxueuses. C'est de l'argent, c'est tout pétillant, c'est tout brillant comme ça. Et c'est des objets, des fois, qui sont proposés aux clients. Même moi, je ne pourrais pas savoir ce que c'est. Des pinces à asperges, des choses comme ça, des choses qu'on ne fait plus. Et ça nous intéresse vraiment de réemployer tout un tas d'objets qui n'ont aucune... sans hiérarchie et tout ça. On va venir complètement détourner l'utilité d'un objet, entre guillemets, pour venir en faire quelque chose d'abstrait. Donc Jérôme, vous avez contribué à l'immersion de Simon et Julie. Donc ils sont venus pendant plusieurs semaines. J'étais dans l'atelier à ce moment-là, mais très occupé sur la fabrication d'une pièce, il me semble. On n'a pas eu l'occasion de se côtoyer beaucoup. Mais voilà, mes collègues ont contribué, et on leur a expliqué nos métiers, on leur a fait faire quelques petites expériences, des brasures, des recuits, du planage. Apparemment, ils s'en rappellent encore un petit peu. Donc voilà. Pourquoi On avait des énormes courbatures au bras. Clarissa, tu avais fait du planage, toi? Un peu. Un peu? Elle avait forgé, oui. Oui, il paraît que c'est physique, le planage. Oui, c'est plutôt, alors c'est pas très, on demande pas énormément de force, quoique, mais c'est surtout de l'endurance. C'est des gestes répétitifs avec des marteaux qui peuvent faire jusqu'à 3-4 kilos. Oui, facile. Bon, ça demande quand même une certaine santé physique. D'accord. On va dire. Et c'est très bruyant. Oui, c'est très bruyant. On travaille avec des bouchons d'oreilles? Oui. Ouais, d'accord. Voilà pour un tour d'horizon de ces 2 projets. Comment est accueilli le projet aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si la présentation a déjà eu lieu. Non, pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. C'est dans les jours qui viennent, normalement. Il y a une disposition particulière quand les artistes sont là. C'est quand même des gens qu'on ne voit pas tous les jours, parce que vous êtes 15, ça veut dire que l'atelier, il a sa routine d'une certaine manière, oui, ses horaires, et puis là, il y a 2 corps qui vont se balader. Alors pour info, c'est vrai, enfin, à Puyforca, on le sent, parce qu'il y a cette échelle tout à fait humaine. Pour info, c'est la première fois dans les résidences qu'on aura un duo d'artistes. C'est toujours, jusqu'à présent, on a toujours eu un artiste, une artiste. Et là, c'est la première fois qu'ils seront 2. Et en plus, ils sont chez Puyforca, où ils sont 15. Donc là, ils vont se retrouver à 17 d'un coup. Donc c'est aussi multiplication, là. Et forcément, il va falloir faire un peu de place pour Simon et Julie.
Oui, mais ça va bien se faire. Alors, Puy-Forca, on a la chance, depuis 2012, nous avons accueilli 3 artistes pour pour les résidences d'artistes. Et à chaque fois, ça a été une découverte et une complicité de tous les jours. Donc, il y a aucun souci sur l'accueil qu'on leur fait et la place qu'on va y réserver. Et je n'ai pas de doute de la réussite. Donc, la bonne volonté est là. L'équipe est toujours partante pour tous les petits exploits qu'on nous demande au quotidien. Voilà, donc ça ne nous effraie pas du tout. Au contraire, ça va nous changer notre quotidien et on a hâte d'y être. De toute façon, si ça se passe mal, un petit tour au planage et les idées sont remises en ordre. Exactement, on sait comment faire le visitage, vous inquiétez pas. Alors, vous le savez, dans toutes nos talks, on a voulu créer de l'échange. Là, on arrive à la fin de l'après-midi. Moi, je ne sais pas si vous avez des questions sur Puy-Forca. Certainement qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées parce qu'on n'a pas évoqué la collection, on n'a pas évoqué tous ces dessins qui sont absolument magnifiques et qui sont en cours d'archivage d'ailleurs, parce qu'il y a toute une archive Puy-Forca qui n'a pas encore été complètement, je dirais, ni numérisée, ni forcément organisée. Si vous avez une question sur ce métier, profitons d'avoir Jérôme avec nous parce que c'est rare et comme vous l'avez remarqué, il a d'autres choses à faire la semaine puisqu'il a et son métier et sa formation en même temps. Et puis aux artistes évidemment parce que Clarissa, son projet aussi convoque beaucoup de choses. Pourquoi pas aux nouveaux arrivants? C'est à vous de jouer si vous avez des questions à leur poser. C'est le moment d'en profiter. On est entre nous et à nouveau, c'est toujours agréable d'apprendre des choses. Donc il n'y a pas de questions idiotes bien sûr. Madame. Bonjour, je voulais simplement savoir s'il y avait une différence dans le métier et en tout cas dans les gestes entre le planeur et le repousseur. Oui, tout à fait, c'est 2 choses différentes. Alors en fait, le planeur part de la plaque de métal et à l'aide de marteau, comme je vous ai expliqué, va donner une forme à une pièce. Le tourneur à repousseur particulièrement, il va avoir une contreforme qui va venir, sur lequel il va venir coucher. Alors c'est pas à l'aide de marteau, mais c'est un outil qui s'appelle une cuillère. C'est vraiment le terme de l'outil. C'est sur un manche en bois, une forme en acier qui vient. L'outil tourne, la plaque tourne et en même temps on vient coucher le métal dessus en faisant plusieurs recuits. Donc voilà les grosses différences qu'on peut avoir. Le planeur, on n'a pas besoin forcément d'une forme adaptée de la pièce finie, alors qu'un repousseur, un tourneur repousseur, on va avoir besoin d'un mandrin, ce qu'on appelle un mandrin. Donc c'est la femelle de la pièce, le mâle de la pièce qu'on veut faire. Voilà. En fait, sur laquelle on s'appuie, c'est ça, et puis on va venir guider le métal, la plaque de métal, on va venir l'appuyer contre cette forme jusqu'à ce qu'elle prenne cette forme. Le mandrin tourne, et donc le repousseur va venir avec sa cuillère, donc le manche et l'outil en acier qui est au bout, venir coucher le métal dessus en plusieurs fois. Ça ne se fait pas en une seule fois, hein. On le rabat petit à petit, on rabat jusqu'à obtenir la pièce. Un peu, pour vous donner une image pour les personnes qui n'ont pas les connaissances de ce métier, quand vous faites de la poterie, quand vous partez de votre terre, que vous faites tourner, que vous formez, ben là c'est un peu la même chose, sauf que c'est du métal et qu'on a besoin d'une contreforme et que c'est avec la force du bras qu'on vient coucher le métal. C'est très clair, pour moi en tout cas, j'espère pour vous aussi. Autre question sur... Merci. Oui, madame. Merci beaucoup. Tout au long de cet après-midi, vous nous avez vraiment fait rêver en suscitant tous nos sens, mais il en est un qui n'est pas venu, ou alors moi ça me manque en tout cas, c'est l'odorat. Est-ce que vous pourriez nous parler du parfum qu'il y a dans vos ateliers ? Alors, moi je suis mal placé peut-être pour vous en parler, parce que à force de le vivre au quotidien, on ne se rend plus compte de ces choses. Je sais que mon épouse, quand je rentre le soir, elle me dit toujours qu'il y a une odeur particulière. Et moi, je l'aperçois plus. Donc, je pense que c'est peut-être les artistes qui peuvent le mieux en parler. Oui, mais je crois que j'ai un peu senti de la limaille de fer et aussi une odeur de graisse un petit peu. Quelque chose comme ça. Oui, alors on utilise souvent de la graisse, de la graisse ou de l'huile, de matières graisseuses, justement pour faire glisser le métal ou pour, justement, quand on veut le coucher sur le tour. Et comme on fait des recuits, donc on vient chauffer cette matière, ça dégage une fumée qui a une certaine odeur. On a de l'oxydation aussi, qui doit certainement... voilà. Mais je pense que malheureusement, au quotidien, on est baigné dans cette odeur et nous, on a du mal à l'apercevoir. Clarissa, est-ce que tu as un souvenir, toi, d'une odeur ? Moi, oui, hein, chez Puy-Forca, je trouve qu'il y a une odeur.
Oui, sûrement l'odeur du métal, mais qui est très difficile à expliquer, à mettre en mots, mais c'est très particulier l'atmosphère, l'odeur qui est Puy Forca. Et même aujourd'hui, quand je nettoie de l'argent avec le nettoyant d'argent, je pense que ça dégage une odeur aussi très forte qui reste après un peu dans les mains et qui me fait penser aussi un peu au jour Puy Forca, mais j'ai pas des mots pour préciser. Oui. Très bien. Oui. Alors c'est valable, c'est une question qu'on aurait pu poser, c'est une excellente question qu'on aurait pu poser à tous les ateliers parce que dans les maroquineries il y a une odeur, à Saint-Louis il y a une odeur aussi, c'est vrai que c'est tout à fait juste. Une autre question, une demande Vous savez tout? Ah, madame. Bonsoir. Ma question s'adresse à Clarissa, Clarissa. pardon. Je voulais savoir combien d'essais il vous a fallu pour réaliser la fameuse cuillère avec le long fil. Ok, je vais lever. En fait, plusieurs essais. Je ne les ai pas comptés. Peut-être que Jérôme, il se souvient encore, mais du moment où on a commencé à essayer jusqu'à la première réussite, je peux pas le dire, mais on a mis quelques mois à arriver à la première réussite, j'ai l'impression. Et même une fois qu'on avait une première cuillère qui avait été étirée, c'était pas donné pour le suivante parce qu'on a eu encore beaucoup d'aller-retour et de moments où il fallait recommencer de zéro à chaque fois parce que soit il y avait un problème au tout début et donc on reprenait de zéro ou à la toute fin quand on était presque en train de finir et là encore il fallait recommencer. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas quantifier le nombre de pièces qu'on a utilisées, mais c'est vrai que voilà, on partait d'une cuillère, on commençait à la forger, et puis tout d'un coup, il y avait une fissure qui apparaissait dès le début, et là, on savait qu'on ne pourrait pas aller plus loin, puisque de toute façon, c'était un non-sens de continuer, donc on arrêtait, on en reprenait une autre, etc. Donc, vous dire la quantité de cuillères qu'on a fait, non, le nombre de temps qu'on y avait passé non plus, tout ça n'a pas été quantifié, ça faisait pas partie de la performance. Et moi j'ai une question pour vous, Jérôme, alors c'est quand est-ce que vous êtes planeur? Quand est-ce que vous nous faites planer? Je commence à réaliser quelques petites choses, quelques formes. Ça commence à prendre de la forme, mais je dirais que je ne suis pas arrivé encore à la qualité digne de pièces Puy Forca. Donc, j'espère que dans 5-6 ans, ça sera, en me laissant toujours continuer dans mon travail d'orfèvre, j'espère que dans 5-6 ans, je serai capable de reprendre le flambeau. Je l'espère. Donc, ça veut dire qu'en tout, la formation du planage, au planage dans sa totalité, ça serait combien d'années en tout? Ouais. On vise 10 ans, mais c'est pas 10 ans à plein temps, donc c'est compliqué à quantifier. Ça dépend de l'activité qu'on a. Comme nous sommes une petite équipe, dès qu'on a un petit peu un surcroît de travail, on est très sollicité. Donc on ne peut pas forcément passer le temps que l'on souhaite à la formation. Mais voilà, un objectif 5-6 ans pour être capable d'avoir de bons premiers résultats. Et après, c'est comme tout métier manuel, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça va être en planeur qu'on va planer. Hein. Je vais planer dans quelques années. Bon. Peut-être que c'est pas mal de conclure là-dessus. Ah, il y a une question. Non, il y a une question. Alors, on continue, pas de problème. Merci. Monsieur. Ouais, je voulais savoir si vous arrivez à identifier tous les impacts positifs qu'il y a eu du coup à avoir ces artistes qui venaient chez vous. En termes de créativité ou de fédération des équipes, hein. Est-ce que vous arrivez à identifier tous ces bénéfices que vous avez du coup tirés de cette présence? Oui, on peut dire que c'est bénéfique à plusieurs raisons. Déjà, ça regroupe, ça recentre les artisans entre eux. Il y a souvent des artisans qui sont sceptiques au début de l'arrivée des artistes et à la fin du projet où on voit que tout le monde a participé. Je me rappelle très bien de la cuillère. On avait le graveur qui son terme, c'est graver des pièces, donc faire des incrustations, prendre des outils et venir graver dans le métal.
qui participait à la conception de la pièce, qui donnait son idée comment on pourrait faire. Tout le monde est venu et tout, ça a fédéré les équipes. Donc ça, c'est très fédérateur pour une équipe. Autre chose que ça nous apprend, c'est que ça nous sort de notre zone de confort et de nos habitudes. En fait, on sait faire notre travail. Quand les artistes viennent dans nos manufactures, ils nous demandent de réaliser d'autres choses que nous sommes habitués à faire. Ça nous oblige à réfléchir autrement, ça nous oblige à penser autrement. Et c'est une très bonne chose. Ça nous sort de notre train-train quotidien et de nos connaissances. Voilà, on apprend des techniques. Pour le fil sur la cuillère, ce n'était pas si évident que ça, alors que nous sommes capables, à partir d'une planche, de réaliser des objets qui sont d'une complexité très importante. Et ben là, un fil, on a bugué au début quand même. Donc voilà, c'est très bien d'avoir des artistes qui nous fassent bugger. Merci. Mais merci beaucoup, je trouve que c'est pas mal de conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Clarissa pour la visio qui s'est finalement y arrivée. Et puis, merci Clarissa. Merci à vous.